was so long, and my eyes stare the setting sun. Bon, on se retrouve ce soir avec 3 nouveaux amis. Bon, après, c'est des demi-amis, mais bon, ils ne sont pas là, donc je peux le dire. Et donc, je vais faire un petit tour de table pour les présenter. Enfin, tour de table, à chaque fois, je dis tour de table parce que je suis un alcoolique, mais un tour d'écran, de merde, etc. Donc, le premier, le plus jeune, le plus beau, le plus mal coiffé, comme moi, Thomas Chrétien. Alors, il est Head of Marketing pour la préparation d'un nouveau produit crossover 100% électrique Nissan, donc un truc très chiant. Mais ce qui est fort, c'est qu'il est tellement bon qu'il fait croire que c'est un truc passionnant. Donc, il était aussi patron de l'activité électrique chez Nissan et il s'occupait aussi des trucs moins chiants, genre 370Z et autres merguez. Donc, ça, c'est le premier, c'est le plus beau, il est balboto. Donc, voilà. Le deuxième, alors, je sais pas, non, pas par l'âge, je sais pas. Là, on parle plus d'âge, voilà. Et c'est aussi des barboutos. Putain, je suis cerné par les barbus. Un barbu, 2 barbus, 3 barbus, des barbus. Donc, le deuxième, c'est mon ami Christophe Martins, que je connais depuis longtemps. On ne se voit jamais, mais on s'est au téléphone, on se rend des services. C'est un mec de confiance. Il a eu une vie longue. Il a bossé chez Volvo, il a bossé chez Porsche. Il a importé, il continue à importer des voitures de l'étranger. Et maintenant, il est le patron d'un garage spécialisé plutôt Porsche, mais il fait aussi d'autres choses en carrosserie mécanique et à Sainte-Maxime qui s'appelle RS83. C'est lui qui picole au soleil, qui a un gros encul. C'est ça. Voilà. Donc, qui picole parce que moi, je bois. Voilà. Hein, il n'y a que Hervé qui a des qui ne buvait pas un coup. Et ouais. Non, je disais, j'ai juste commencé l'apéro un petit peu trop tôt. Moi, je suis un peu chaud déjà. Mais bon, sur toi, désolé. Moi, ça a duré trop longtemps l'attente. Et le troisième, mais non moins le moins remarquable, mon ami Hervé Katz, qui a eu des tonnes de vie et qui a toujours des choses passionnantes à raconter, qui a vécu aux États-Unis, qui a roulé en Citroën aux États-Unis, et puis qui est fan de belles autos, qui collectionne tout, qui est un névropathe, mais je le dis il sait que c'est extrêmement amical, c'est même pour moi dans ma bouche un compliment. Et il nous racontera des tonnes de belles choses. Et d'ailleurs, comme il a peur qu'on lui vole, il s'est installé dans une de ses CX, histoire de. Et bien, de toute façon, je vais rebondir avec toi parce que je pense que comme tu es dans un parking souterrain, je vais rebondir avec la première chose dont tu m'as parlé. Tu m'as parlé d'un parking souterrain et d'un mec qui faisait des autos qui ne sont pas très connus. Exact. Lorsque un soir, tardivement, je rentrais avec une de mes CX dans le parking, un type s'approche de moi. Donc, au départ, tu vois, dans un parking, vers 10h du soir, tu te méfies. Un inconnu vous offre des fleurs. Voilà. Et puis, il me branche sur les bagnoles parce que j'avais 4-5 CX qui étaient alignés dans le parking. Étonnant. Il dit dis donc, elles sont belles vos voitures. Je dis merci beaucoup. Et le type me dit vous connaissez Monica? Alors moi je planais, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Monica cherchait une femme, moi. Alors il y en a une qui est célèbre, mais qui n'est pas en Suisse, qui est à la retraite maintenant. Et il dit oui, Monica, la marque de voiture. Et là, bing, je dis oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Il dit c'est moi qui suis le co-concepteur de la voiture. Incroyable, tu vois, dans un parking à Lausanne à 10h du soir, tu rencontres le mec qui a fabriqué qui a participé à la fabrication de la bagnole. Et le type se barre dans des explications incroyables avec toutes les évolutions, parce qu'au début, ils étaient partis sur un moteur, je ne me souviens plus, mais c'était pas assez fiable. Donc après, ils sont partis sur des moteurs américains, je crois, des moteurs Chrysler ou Ford. Et il me développe par A plus B la qualité du châssis tubulaire, qui à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux pour une bagnole qui a un peu de pêche. Et voilà, on est restés amis. Il habite juste à côté de chez moi. On boit des coups de temps en temps. Et il est très, très sympa. Et pourquoi je ne connais pas, moi, Monica? Pourquoi je ne connais pas, moi? Parce que tu es un inculte et tu connais les c'est ça. de merde de toute façon. Non, c'est ça. Désolé, mais je ne connais pas. Mais on t'enverra ça, un tu truc. connais. C'est une espèce de merguez, 4 places, une berline pour se caresser, enfin une daube, un truc pour les citroënistes. On est enregistré là? Ouais.
Ah, je t'emmerde alors. Voilà, je confirme alors. Donc voilà, c'était un bon moment créé par une voiture. Et ça arrive assez souvent finalement, ce genre de rencontres un peu surprenantes. Ça m'est arrivé assez souvent à New York où un jour, en me garant sur un parking d'une chaîne de supermarchés célèbre aux États-Unis, Costco, un type s'approche de moi et me dit Ah, vous aimez les Citroën? Je dis non, non, j'aime pas ça. Et les mecs me disent Ah, c'est marrant parce que moi j'ai une traction avant. Je dis C'est pas possible. Il a une traction avant. Il se fout de ma gueule. Et en fait, on est aussi devenus super potes. Il a aussi une histoire incroyable. C'est un jardinier qui a acheté une vieille fonderie au pied du Queensboro Bridge dans les années 60-70. Et le bâtiment est absolument magnifique. Il en a fait le siège de sa société de jardinage. Et puis, il fait des soirées maintenant là-dedans. C'est assez génial. Bon, et en termes de rencontres, parce qu'on parle de rencontres impromptues, ouais, Thomas, il m'a parlé d'une rencontre quand il a acheté sa première voiture qui avait un peu des chevaux, qui n'était plus une merguez complète. Enfin, s'il achète que des merguez, il faut le préciser, il achète quand même, ce qui fait le prince, mais il achète quand même plutôt des grosses merguez. Il les fait réparer au même endroit que moi, donc je peux vous dire que je sais des merguez. Et en plus, on a un pote qui est notre réparateur et qui a tendance à les laisser un peu pourrir sur place. Donc, on a le temps de les voir, les merguez. Et donc, tu m'as raconté d'une rencontre assez marrante quand tu as acheté ta première voiture d'homme. Oui, bah alors écoute, bon, jeune passionné d'auto, j'achète ma première voiture qui était une 106, une 106 XSI. Donc on parle de ça, c'était au début des années 2000. Donc une 106 XSI, 1400, donc catalysée, chouette, jeune conducteur, génial, beaucoup d'autoroutes avec. Je me la fais voler au bout de 6 mois. Évidemment, jeune conducteur, elle n'était pas assurée contre le vol parce que l'assureur me demandait à peu près le prix de la voiture qui était déjà honteusement cher. Et donc, je récupère, j'ai beaucoup de chance, dans le cadre d'un héritage, je récupère une Peugeot 306, 1,4 litre, 75 chevaux, version de base. Un prince. C'est un prince. Direction assistée, vitre avant électrique, que je m'évertue à transformer au fil du temps et de mes moyens d'étudiant en 306 Look S16 avec que des pièces d'origine. Donc, forcément, ça me coûte une fortune. Mais la voiture conserve ses 75 chevaux. Et au bout d'un moment, je me dis, je vais passer à autre chose. Alors, c'était grande époque des forums, Internet, etc. Beaucoup de temps sur les forums. J'étais étudiant, je travaillais beaucoup. Et donc, un mec vend une Mercedes 250D W124. Il se trouve que mon père a eu une voiture comme ça quand j'étais un peu plus jeune, en 230E. Et du coup, je m'étais dit, c'est absolument ça qu'il me faut pour faire mes allers-retours entre la région parisienne et mon lieu d'études à Angers. Donc, je vais rencontrer ce gars-là qui me dit, il ne faut surtout pas que tu achètes ça parce que c'est vraiment une saucisse. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu as 20 ans. Et ce gars-là avait une voiture qui était assez improbable. En tout cas, moi, je ne connaissais que le nom. C'était une Toyota Supra. Alors, il faut se remettre, on était en 2002, donc j'avais une vingtaine d'années. Le film Fast and Furious venait de sortir. Donc, tout le monde connaissait le nom Supra, mais avant ça, personne ne connaissait. Et la Supra du film, c'est la 4e génération de cette voiture-là. Et la voiture que ce gars-là a, qui est, donc je dis ce gars-là qui est un de mes très bons amis aujourd'hui, Jean-Marc, donc on se connaît depuis une vingtaine d'années. C'est la 2e génération, elle s'appelait Celica Supra d'ailleurs à l'époque. Et c'était un gros coupé, ça fait 4,60 m. C'est vraiment une philosophie GT, tu vois. 6 cylindres en ligne, propulsion, conçu pour les États-Unis, régulateur de vitesse, un petit clin d'œil à Hervé dans ta voiture. Bref, et donc voilà, il en avait 2. Et il me raconte cette histoire-là, c'est une voiture increvable. Bref, je te passe les détails. L'assurance collection, je me rends compte qu'en vendant ma 306, le prix de l'économie sur l'assurance, je pouvais avoir plusieurs voitures, etc. Et je me suis lancé là-dedans. Et donc, à 20 ans, j'ai acheté, contre l'avis de mes parents, évidemment, cette Toyota Supra. Donc, j'ai cherché et j'en ai trouvé une à Toulon que j'ai été chercher. Et je m'en souviendrai toujours parce qu'elle avait encore les phares jaunes et c'est des phares qui se lèvent. Donc, c'était les 2e et 3e générations avaient encore les phares pop-up. Et donc, j'ai vraiment souvenir de ce moment où tu attends ce clair-obscur dans le sud de la France. Petit clin d'œil
à Christophe, mais le soleil qui se couche. C'est bien ça. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Les phares jaunes, exactement, tu vois. Et c'est pour ça que je pense à ça. Les phares jaunes, c'est une voiture qui avait un compteur digital avec on va dire le contour qui suivait la courbe de couple. Enfin voilà. Et donc je me suis retrouvé à 20 ans enroulé en 6 cylindres propulsion. Et depuis, j'ai toujours eu des 6 cylindres et des propulsions. Voilà. Et tout le monde me prenait pour un fou, forcément. Ça consommait un peu de carburant, mais bon, c'était le début quand tu te rends compte que quand tu achètes une vieille voiture qui ne décode plus, tu y passes beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de plaisir. Voilà. Et pour la petite anecdote, c'est une voiture que j'ai gardée longtemps, que j'ai revendue. J'en ai récupéré une avec laquelle j'ai fait du circuit pendant de longues années et que j'ai échangée pour une 944 turbo, toujours pour faire du circuit, mais qui n'a pas fait du circuit très longtemps. Je crois que le turbo. Excellent choix. Excellent choix. Mais le turbo soufflait un peu fort et à Manicourt, voilà, elle a fait un joint de culasse et depuis, elle est en réparation. C'était en 2013 et elle est là dehors dans mon jardin. Elle me regarde. Ah oui. Elle me dit, tu es confiné, c'est le moment de t'en occuper quand tu auras fini de décaper le portail ou de faire les trucs les plus inutiles que tu puisses faire. Est-ce que tu pourrais enfin t'occuper de moi? Voilà, elle attend son heure. La transition, elle est ultra facile parce que là, c'est Christophe qui m'a parlé d'un petit tour sur un circuit et en Porsche. Donc là, je ne peux que rebondir sur ce sujet-là, Christophe. Oui, c'est une aventure. C'était en 2003. C'était la sortie de la Carrera GT pour Porsche, donc salon de l'auto 2003. Et là, le truc sympa, c'est que je suis le seul à être allé à la formation à Stuttgart pour la Carrera GT. Donc, on me dit, voilà, la seule qui arrive en France pour les essais du salon. En fait, on prenait les clients potentiels du salon de l'auto. Ils partaient de l'héliport juste à côté et on les amenait sur le circuit de Mortefontaine. Et moi, j'avais la voiture en entretien. Il fallait que tout se passe bien techniquement pour que les clients puissent essayer le véhicule sur le circuit. Mais avant que les clients arrivent, le pilote officiel de Porsche me dit on va se faire un petit 300 km/h sur la haute vitesse. Tu vas voir, ça va en jeter. Tu viens avec moi, comme ça, tu sauras ce que je vais leur faire vivre. Ça, je me dis 300 km/h, c'est ce que je fais sur l'autoroute A13 tous les soirs en rentrant du bureau. Bon, ça va pas en jeter trop, mais bon, je dis pas grand-chose. Il était quoi, le pilote? Il était allemand ou il était français? Il était français et a priori pilote officiel parce qu'il avait été sélectionné par Stuttgart pour faire cette animation et tout. Bon, c'est un pilote connu, mais moi, j'ai pas une mémoire. C'est pas des choses je peux même pas dire que c'est un gros cours de chleux et qu'il était prétentieux, quoi. Non, même pas. Même pas. C'était un bon français. Bon, je me dis, 300 km/h, allez, vraiment, c'est rien. Il me dit, on y va. Et là, on monte dans la Carrera GT. C'est déjà l'ambiance très, très particulière de l'auto. Tu sens ce V10 qui chante et qui te tracte. Donc, on fait un 0-200, mais hyper rapide en quelques secondes. 250. Je me dis, c'est que dalle, vraiment, c'est rien. Et tu sens, et tu commences à partir de 250, la pression qui commence à pousser. L'anneau de vitesse que moi, je connaissais pas. J'avais jamais roulé sur un anneau de vitesse. Et à 280, déjà, je commence à ne plus respirer. À 300 km/h, ma tête tape dans la vitre latérale. J'arrive plus à me tenir. Je n'ai plus de respiration. Et là, je pense à la minute précédente où je me disais, il se la pète avec ses 300 km/h sur la mode vitesse. C'est que dalle. Et je suis en souffrance complète. Et le type, en sortant du virage, me dit, mais il avait vu que je souffrais. Il me dit, mais bloque ta respiration avant le virage. On respire en ligne droite et on bloque en virage. Et là, j'ai commencé à reprendre un peu des sensations. Mais c'était un truc extraordinaire. Mais vraiment, effet machine à laver. C'était fou. Et on est monté jusqu'à 325. Ça s'est arrêté. J'étais vraiment content. C'était la lessiveuse. Et raide. C'était, mais vraiment, moi qui ai l'habitude, on a roulé dans ces années-là. Je roulais vraiment sur la 13. Je me souviens, je sortais à Poissy. J'ai essayé tous les soirs de taper le 300 avant de sortir ou 280, tu vois. Et pour moi, c'était un peu, bon, voilà. Mais pas dans ces conditions-là. Ça a été le calvaire. C'est jamais maintenant, quand je vois les gens en anneau de vitesse, jamais je me dis, ouais, c'est que dalle. Maintenant, je sais. Je sais que c'est des sensations. Il faut respirer dans la ligne droite. Non, mais c'est ça. Mais tu retiens, tu bloques ta respiration. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu cette expérience-là. En tout cas, pour moi, elle est mémorable.
En effet, Morse-Fontaine, Donc, moi j'ai tourné avec en AMG GT à Morse-Fontaine, ça fait la même chose. Et en effet, j'ai eu la même sensation, c'est-à-dire que tu ne t'attends pas, en effet, à être vraiment tassé et à te sentir léger, alors qu'en ligne droite, maintenant avec les caisses modernes, en effet, enfin, c'est 250, 300, 350, tu tentes pas, c'est fait pour n'importe quel teuteux c'est qui ça. appuie sur Ouais. l'accélérateur. Mais là, par contre, c'est pas le même baccarat et tu sens que la voiture elle souffre quand même beaucoup plus qu'en ligne droite, quand même aussi. Hein. Ah, mais c'est en tout est en compression. Et je sais pas s'il a évolué le circuit depuis, Ça mais bouge quand c'était même. pas super bien entretenu. Et ça claquait, en fait, tous les 5-6 mètres. C'est des plaques qu'ils ont mis, en fait. C'est des plaques. Et en fait, ça tape tout le temps. Ça ta, ta, ta. Et enfin, bref, c'était une sensation. Mais tu sais, quand tu vas dans les manèges, là, c'était vraiment ça, quoi. Mais moi, tu vois, j'ai le recul de Montlhéry qui est complètement défoncé et Montlhéry en Speedfire à 150. Je peux dire que tu as l'impression que tu es dans une Carrera GT à 350. C'est Hein. la même C'est le même sensation, c'est baccarat, ça. c'est le même truc. Donc, Mais de l'anneau de vitesse à cette vitesse-là, déjà franchement, Morte-Fontaine à 300 km/h, parce que souvent ils disent bon, on prend l'anneau, mais rarement au-dessus de 200. Moi, je l'ai fait dans un Juke Air, donc qui était la GTR version Juke, le Juke avec moteur GTR, mais c'était plus une GTR qu'un Juke. Et donc en plus empattement plutôt court et assez haut sur patte. Donc quand le gars il va dans l'anneau, on dit non mais reste sur la ligne droite, reste sur la ligne droite. et à cette vitesse-là, à 300, incroyable. Ah non, mais c'est mémorable pour moi. C'est pour ça que quand il m'a demandé de quoi tu veux parler, je lui dis voilà, ça fait partie des moments mémorables pour moi. Je sais pas si j'y retournerai en fait, si je le referais. C'était pas une super aventure, mais enfin si, ça donne des histoires à raconter, quoi. Et Thomas, on parle de Juke, donc on n'est pas très loin avec les premières Leaf. Alors, tu as décidé comme tu es un monsieur électrique, tu as décidé de défendre le fait que c'est vachement bien l'électrique. Bon, tu sais que tu vas te faire défoncer la gueule, hein, je te préviens d'avance, tu vois. On va rien nous vendre. Enfin, s'il y a Katz qui veut se faire monter un moteur électrique dans une CX pour qu'il y en ait une qui circule. Mais sinon, normalement, tu veux dire je t'emmerde là. Je t'emmerde. Voilà. Encore. Donc, raconte-nous un peu ce qui t'a… Non, mais moi, je suis d'accord parce que sur de la Tesla, j'ai eu cette sensation-là. Qu'est-ce qui t'a ébouriffé avec l'électrique? Alors que tu es un fan du thermique. Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que quand je parle de ce que je fais, j'ai des copains qui me disent… Mais je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'ai donné des cours à des gens qui sont dans la profession automobile. Et la première question un des gars m'a vu arriver au parking. Et en rentrant, il me dit « C'est vous qui êtes en Leaf ?» Je dis « Ouais. » Et il me dit « Ça va, vous le vivez bien ?» C'était sa première question. Et ça m'a fait marrer, en fait, parce que oui, je suis un passionné de voitures. J'en ai toujours plein aujourd'hui. Bon, mais par contre, je t'interromps. C'est toi qui as refusé en campagne avec Nissan, Leaf-moi les couilles. Je ne me prononcerai pas sur ce message. Mais effectivement, tu peux en faire plein. Hein. Tu peux faire Leave Me Alone, tu peux faire Catch Me If You Can. Tu vois que tu étais la communication. Attends, qu'est-ce que tu crois? Non, mais en fait, donc l'histoire, donc passionné de voiture, toujours dedans. Yann avait démarré assez tôt sur la voiture électrique, donc à l'époque, ça consommait beaucoup de temps, beaucoup d'argent en médias, pas beaucoup de ventes. Tu t'en doutes bien, on parle de 2010. Hein. Et en fait, donc c'était en 2014. 2014, donc à l'époque, j'étais chef de produit du Juke, donc ça parlait des voitures de sport, mais avant de faire l'électrique, je m'occupais du Juke. Et donc, du coup, j'avais calé mon renouvellement de voiture de fonction, qui était un Juke, pour avoir le nouveau Qashqai. Ce Qashqai était sorti en 2014. Donc, je m'étais calé tout comme il faut, tu vois, sur le timing pour que ma nouvelle voiture soit un nouveau Qashqai, diesel, boîte automatique, haut de gamme avec le cuir, tout ça. Et donc, au moment où je devais prendre réception de ma voiture, on vient me voir et on me dit, en fait, tu ne vas pas avoir ton Qashqai. Tu ne vas pas avoir de boîte automatique, tu ne vas pas avoir de diesel, tu ne vas pas avoir de cuir. Voilà. Et c'était le lancement de la voiture, il y avait beaucoup de demandes et du coup, on avait routé toutes les productions pour les clients. Donc, on me dit pas de Qashqai. Du coup, j'étais hyper énervé. Je dis, OK, qu'est-ce qu'on a avec une boîte automatique? Et là, on me dit, écoute, c'est soit une Micra, soit une Leaf. Alors, la Micra, c'était l'ancienne génération de Micra, pas celle d'aujourd'hui qui est mignonne, celle d'avant qui était un peu moins, on va dire, plus une voiture, bonne à tout faire. L'indienne? Oui. On ne dira rien de plus. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, et je me dis, de toute façon, j'ai d'autres bagnoles. Je m'en fous. Puisque c'est comme ça, je prends une Leaf. La voiture arrive, je la reçois sur le parking, 2014. Hein. Tu la reçois dans la gueule. Et je me dis,
qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, je suis tombé de ma chaise. J'avais jamais conduit de voiture électrique avant de la commander. Et je suis tombé de ma chaise par la partie performance. C'est-à-dire que j'ai découvert la voiture électrique par la performance. La première Leaf, elle faisait 80 kW, donc ça fait 109 chevaux. Quand tu lis une fiche technique avec une voiture de 109 chevaux, ça ne fait pas rêver. Mais les 109 chevaux à 0 tour minute et en fait le couple instantané à 0 tour minute, qu'on connaît aujourd'hui, c'est assez couru et tu as parlé de Tesla, ça l'a montré. Mais moi, je suis tombé de ma chaise par le plaisir de conduite que livrait cette voiture, c'est la capacité à être en performance, parce que ça, la tenue de route n'était pas ça n'avait pas été développé pour ça. Et du coup, je suis vraiment tombé de ma chaise sur le fait que la voiture était capable d'être à la fois aussi douce et calme et silencieuse avec tout ce qu'on connaît d'une voiture électrique en termes de confort, et performante, c'est-à-dire que le moment où tu décides de mettre le pied dedans, la voiture part. Et un petit peu plus tard, tu sais que j'ai eu une GTR, donc et j'en parle souvent en comparaison sur ces deux autos. La GTR, quand tu mets le pied dedans, bon, ça part très fort. C'est une voiture extrêmement. Enfin voilà, la mienne faisait 500, c'était une 530 chevaux. Mais quand tu roules cool à 50 km/h, la voiture elle est en sixième. Quand tu mets le pied dedans, elle passe de 6 en 2. Même si c'est une boîte double embrayage, elle passe les rapports en 15 millisecondes, 4 rapports à tomber. Ça fait 15 secondes par rapport. Tu as toujours une seconde qui passe. Cette réactivité instantanée, moi, m'a scotché. Et en fait, aujourd'hui, c'est la seule voiture, et c'est pour ça que j'ai vraiment réorienté ma carrière là-dessus, c'est la seule voiture dont je ne me suis pas lassé. C'est-à-dire que je ne me lasse pas de cette capacité à être à la fois soit très très calme, soit très très performante, c'est-à-dire quand tu décides de rouler fort, sans avoir aucun temps de l'intense. Et du coup, après, bon, j'ai appris à vivre avec et j'ai découvert plein d'autres choses autour de la voiture électrique. Pour en parler, mais c'était la performance et le plaisir de conduite. Et je me suis dit, si moi, ça me scotche, sachant que j'adore conduire, tu vois, quand on prête un utilitaire, je trouve ça marrant. Tu conduis un utilitaire d'aujourd'hui, c'est impressionnant la performance de ces voitures par rapport à ceux d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand tu étais étudiant, que tu déménageais. La performance voilà, j'adore conduire. Et je me suis dit, si moi, ça me scotche à ce point-là, les gens qui achètent ça pour aller d'un point A à un point B comme monsieur tout le monde, effectivement, ils doivent tomber de leur chaise. Et voilà, et c'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de la voiture électrique sous l'angle écologie et émissions de CO2, etc. Assez peu sous l'angle performance. Mais le niveau de performance d'une voiture électrique lambda, une Leaf aujourd'hui, ça fait 150 chevaux. Ça fait le 0 à 100 en 7 secondes 9. J'en parle souvent parce que 7 secondes 9, si on se souvient, on est tous passionnés d'auto, là, c'est les temps d'une Clio Williams. Sauf que pour faire 7 secondes 9 avec une Clio Williams, tu es au taquet. C'est vraiment, tu pars le moteur à 4000 tours, tu lâches l'embrayage, tu envoies les gaz, faut pas trop te louper, faut cirer un peu, pas trop, mais quand même. Tu passes ta vitesse, embrayage ou pas embrayage, tu penses pas trop. Ouais, mais tu es un bon. Et à 100, tu as fait 7 secondes 9. Et c'est vrai que cette auto qui fait 7 secondes 9 tout le temps, juste en appuyant sur les pédales, te donne un niveau de performance qui est assez hors norme pour tous les jours. Et du coup, pour des autos de tous les jours, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, donc j'ai ma voiture dont je ne me lasse pas. Et puis après, les jouets pour le week-end, parce que ça n'enlève rien au plaisir d'un 6 cylindres ou d'un V8. Mais c'était voilà, une des découvertes qui, moi, m'a vraiment renversé comme passionné d'automobile. Et comme, par la performance. Et comme on parle de trucs qui tombent en panne, non mais je suis méchant parce qu'avec l'électrique qui tombe en panne d'électricité, je vais rebondir sur les pannes. Tu m'entends? Je vois pas de quoi tu parles. Non mais quand on parle panne, on parle Citroën. Donc il faut que je te parle à toi. Normalement, tu me dis ta gueule, enculé. Non, mais donc raconte-nous ta belle panne, parce que c'est une belle panne ce que tu m'as raconté. Raconte-nous ta belle panne. Elle est assez poétique ta panne. L'endroit. Ouais, alors c'était. Je venais d'acheter ma première DS à New York, qui venait de Floride. Et j'étais complètement inconscient, bien que ce véhicule fut ma première voiture tout de suite quand j'ai eu mon permis de conduire, parce qu'un camarade de classe qui habitait Place des Vosges voulait se débarrasser de la voiture, enfin son père voulait se débarrasser de sa voiture. Un mec dans le besoin. Ouais, il avait besoin de la place surtout. Parce qu'il avait acheté une BX et il fallait enlever la DS21 injection électronique boîte 5. Il fallait la dégager. C'était une bagnole du gitan à l'époque. Je parle de ça, c'était au milieu des années 80. De gitan, mais bon.
Ouais, mais les Gitans, ouais, remarque, s'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent acheter. Mais, donc, ma première voiture étant une DS, je me suis dit à New York, tiens, je vais m'en acheter une, je connais. Et puis, je me suis fait refiler un truc, c'était un mélange de millésimes, enfin, un truc pas possible. Sur ce, mes parents se pointent à New York. J'ai dit, tiens, je vais vous emmener à Montauk. Alors, Montauk, c'est la pointe est de Long Island, à New York, enfin, dans l'État de New York. Et voilà, Tipa, qu'on part avec la petite DS, beau temps et tout. On se pointe, on va bouffer des homards. Et en revenant, tout d'un coup, c'était une boîte, la DS que j'avais, c'était une boîte semi-automatique. Donc, en fait, l'hydraulique commande l'embrayage. C'est une boîte mécanique, mais à commande d'embrayage hydraulique. Et quand on n'a plus d'hydraulique, ben, quand on n'a plus de pression, l'embrayage se décolle. Et la Tipac, la bagnole, elle prend 3000 tours en une demi-seconde. Donc, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Puis là, évidemment, au bout de quelques instants, le volant, il commence à se durcir, tu vois. Je bouge le volant en même temps, tu vois. Et puis, je me dis, bon, il faut que je m'arrête parce que j'ai une réserve de pression sur les freins, mais ça va pas durer. Et voilà, il dit pas que je m'arrête sur le bord de la route, j'appelle les flics, ils me disent qu'est-ce que c'est que cette bagnole et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils connaissaient pas du tout. Et donc, mes parents et moi prenons le train pour rentrer sur Long Island City, donc juste en face de Manhattan. Et le dépanneur qui vient chercher la voiture me dit, vous inquiétez pas, je connais un garage, il va vous faire un truc. Je dis, mais il connaît rien. Donc, le lendemain matin, je me retape le train, je retourne au garage où était censé être la voiture. Et là, le mec, il fait, bah, pourquoi vous êtes venu? Je l'ai le manuel d'entretien. Je dis, merde, j'ai l'air d'un con. Et puis, je lui dis, bon, ben, écoutez, je pense que c'est un problème hydraulique. Je commande une pompe hydraulique, je commande plein de trucs. Puis, je lui dis, bah, en même temps, puisque vous y êtes, faites-moi remarcher la clim. Oh, pas de problème. Puis, je regarde, putain, les bagnoles, c'était que des Ferrari, des Bentley. Oh, bah, putain, le garage vachement propre. Ouais, c'est bien. Je suis bien tombé. La bagnole m'a coûté 5000 balles, les réparations m'ont coûté 3500 balles. J'avais pas vu, il y avait un panneau qui affichait, c'était $175 de l'heure. Mais en fait, François, ouais. C'est le prix du parking à New York, ça, non? À l'heure, environ. Alors, moi, j'ai jamais habité à Manhattan, parce que à l'époque, c'était 500-600 balles par mois. Mais en fait, François, quand tu m'as demandé les pannes, quand tu m'as demandé qu'est-ce que je pouvais raconter sur ma vie de citroëniste à New York, la vraie panne à ne pas avoir, c'était avec le break DS qui me servait à livrer la charcuterie. Queensboro Bridge, lower level, à 5 heures du soir pour sortir de Manhattan. Putain, le break, il cale en plein milieu, il n'y a que 2 voies. Hein. Je te dis pas le stress. Je te dis pas le stress. Heureusement, c'était le condensateur qui chauffait. J'avais remarqué qu'elle calait de temps en temps. Mais là, la bagnole, elle s'est arrêtée puis elle ne voulait pas redémarrer. Et du coup, j'ai attendu un peu. J'ai fait chier tout le monde. Les mecs, ils klaxonnaient derrière. Puis elle est repartie. Mais c'était une bonne dose de stress. La dernière dose de stress avec ce break, comme donc que je faisais de la fumaison et que j'achetais des magrets de canard pour les faire fumer. Un jour, en partant de Manhattan, j'avais genre 40 kilos de magrets de canard dans le coffre, dans une boîte isotherme. La CX, la DS Break qui s'arrête en plein milieu du Queens. Et j'ai dit, merde, 40 kilos de magrets de canard foutu, comment je vais faire? En plus, j'avais ma femme à côté. Donc, ma femme, si tu veux, quand elle monte dans une voiture, été comme hiver, elle n'enlève jamais son manteau, elle garde son sac sur les genoux. Elle te connaît, quoi, c'est ça. En fait, elle te connaît. Prête à partir. Et alors, à s'enfuir. Quand elle est en colère, elle tourne pas la tête. Elle regarde devant. Avec les naseaux qui fument. Ah non, j'en ai fait voir quand même pas mal avec ces bagnoles. Non, mais pourtant, c'est très fiable. Alors, c'était quoi? Tu m'as dit déjà ta gueule, connard.
Bon, et si on parlait d'histoire de fiabilité et de clients pénibles, je vais finir avec Christophe. Tu vas parler d'un Piwi parce que quand on ne connaît pas, Ouais. tu expliqueras ce que c'est Piwi pour les gens qui ne sont pas portifs et qui n'ont pas des Ouais, problèmes d'ego. Ouais, ça fait partie des mésaventures Porsche pour justifier des kilométrages, étant donné qu'il y a eu beaucoup de trafic de compteurs sur les Porsche, évidemment pour des raisons de valeur. Ils ont créé un test Piwi. Le test Piwi, qui est inscrit sur le boîtier de gestion moteur, dit le nombre d'heures de fonctionnement du véhicule et le kilométrage théorique. C'est-à-dire que si on divise le nombre d'heures de fonctionnement par le kilométrage, on tombe sur une vitesse moyenne et cette vitesse doit être inclue entre 40 et 70 km/h, entre 50 et 70 km/h. Bref. Donc, c'est comme ça qu'on sait si les heures de fonctionnement sont plus importantes que le kilométrage, parce que le kilométrage, on peut le modifier. Donc, les heures de fonctionnement, elles, on n'y touche pas. C'est le boîtier de gestion moteur qui les calcule. Donc, ça se modifie pas. Bref. Donc, c'est plus fiable qu'un compteur. Donc, ce test Piwi est là pour montrer patte blanche. Et un jour, j'achète une 997 Turbo à Dubaï, comme j'ai l'habitude de faire, et avec carnet magnifique. Et j'interroge le châssis chez Porsche. Ils me sortent tout l'historique et je vois tout l'historique qui correspond parfaitement au carnet d'entretien. Et donc, je suis rassuré. J'importe le véhicule, je repeins. Je me souviens, j'avais fait enfin, elle était couchée par terre. Donc, je remets 4 amortisseurs d'origine. Je la modifie. Je peins le pare-choc avant qui était elle était tellement couchée par terre qu'elle était toute rayée devant. Enfin, bref. Je fais les travaux pour la mettre à la vente et apparaît le premier client. Et le type, juste la première fois, donc tourne autour, me demande juste de la démarrer. Je vois qu'il accroche. Il me dit je repasserai. 2 jours après, il repasse, il me demande un essai. On fait un essai et là, il est carrément, je sens, ça y est, je sens le bon de commande qui arrive. Donc, je suis bien content parce que j'allais la garder 3 semaines à peine en vente, donc j'étais bien content. Et le type me recontacte 2-3 jours après et il me dit dernier test avant signature, je veux bien qu'on aille chez Porsche faire le test Piwi. Je me suis dit merde, le mec c'est le seul qui m'a pas emmerdé avec ça. Mais bon, j'ai un carnet, j'ai tout l'historique de chez Porsche, je suis tranquille. Je lui dis allez, pas de souci, on va chez Porsche, je les appelle, je prends un rendez-vous, donc je lui donne rendez-vous à la concession, j'arrive avec la Porsche et on rentre le véhicule dans la concession et là, le technicien branche la prise de diag et fait ses petites manipulations et là, il dit, bah voilà, vous pouvez regarder. Et la voiture avait 110 000 km et là apparaît 175 000 km sur l'ordinateur de la concession. Et là, tu vois l'ambiance. C'était du glaçon. Mais moi, je suis tombé du 8e étage. Le client, il n'y croyait pas. Le concessionnaire non plus, parce qu'il m'avait dit, mais Christophe, je l'ai checké cette voiture. Il n'y avait pas de souci. Enfin bref, tu sais, on ne sait pas encore si c'est un problème informatique, si c'est un problème de gestion, je sais pas trop quoi. Ça paraissait impossible. Mais là, je peux te dire un truc, c'est que j'ai loupé ma vente et que l'ambiance, elle était détestable. C'était vraiment la pire aventure que j'ai vécue devant un client. On a tous eu des misères en achetant des voitures. Mais là, je m'y attendais pas. Là, j'ai pris le punch. Je m'y attendais pas. Donc, ouais, c'était ça l'aventure. Bon, et ben écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre venue. On a bien rigolé. Enfin, moi, j'ai bien rigolé. D'ailleurs, Hervé, une dernière fois. Pardon? Une dernière fois avant qu'on se sépare, Hervé. Tu t'insultes? Oui. Merci à vous. Je vous rappelle, merci encore beaucoup. C'était très, très sympa. Merci beaucoup. Merci. Salut les amis.